Et on est reparti. Donc voilà, ça nous fera juste une petite coupe fonctionnelle. On a beaucoup de choses à reprendre parce que vous avez été super volontaire, participatif et participative. Je reprends juste les dernières, j'essaierai de remonter au fur et à mesure. Donc on a Felp qui a énormément participé avec Riff en piscine à ce que je vois. Merci à vous deux. Un docteur qui avait partagé que notre santé physique et que notre guérison est lourdement affectée par la respiration. Bah tiens, l'impact est légèrement significatif, extrêmement, pardon, pas légèrement. Et il a donné l'exemple suivant, quand il attache ses souliers, il retient sa respiration. La conséquence directe, c'est un état de vertige et à long terme, une détérioration, je vais y arriver, du système immunitaire, de ce qu'on se rappelle. Donc c'est Dr Mike sur YouTube. Et je crois d'ailleurs que, si je dis pas de bêtises, Marine, tu m'avais parlé d'un gars plutôt cool qui parlait des attaques de panique sur TikTok. Oui, TikTok et Instagram qui s'appelle Anxiety Fitness. Ok, je vais aller chercher la ref. Et bon, du coup, il parle en anglais, mais je trouve que c'est très, très accessible quand même, même quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on n'aime pas trop l'anglais, mais qui donne des techniques, et pas que aussi, qui met en scène dans ses vidéos ce qu'est une attaque de panique, comment ça se passe pour lui, comment il le vit au quotidien. Et je pense que c'est très utile parce que ça permet d'engager un dialogue, aussi un petit peu de désacraliser l'image de la santé mentale, finalement, c'est que réservé à des personnes qui prennent pas soin d'eux, peu importe. Là, c'est une personne qui en parle de façon très juste et du coup, je conseille les personnes qui sont curieuses d'aller voir son compte. Mais en tout cas, pour en revenir aux commentaires par rapport à la respiration, je trouve que c'est vrai que c'est intéressant de juste parfois, quelques secondes dans la journée, s'interroger sur sa respiration et se rendre compte, juste se dire comment elle est. Est-ce que je suis pas en train de faire de l'apnée, genre de bloquer ma respiration, ou est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est pauvre, ou est-ce qu'au contraire il y a une grande amplitude. Et je trouve que c'est intéressant parce que le corps parle beaucoup de notre état émotionnel. Pour moi, ça va ensemble. Et comment ça peut aussi beaucoup parler de nous, notre respiration. Alors ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais quand on en prend conscience et qu'après, justement, par exemple, quand on bloque, de prendre une grande respiration et de le lâcher, de juste sentir partout dans son corps l'effet que ça fait, c'est vraiment très intéressant. Il y a une bêtise qui est véhiculée par... Ça y est, on est en deuxième partie, tu te lâches toi. Non, mais et là, rien à voir avec la psychologie directement, mais cette idée qu'il faudrait rentrer le ventre pour être plus digne ou pour être plus classe. Assumez votre ventre si vous en avez, respirez parce qu'au final, s'il vous plaît, rentrer le ventre, c'est vraiment une bêtise. C'est vraiment mauvais pour la respiration, quoi. C'est le genre de truc qui va justement la bloquer. Alors certes, on aura meilleure allure entre guillemets, mais à quel prix? Ou pas, oui, si t'es tout transpirant et qu'on trite. Et ça, c'est un truc que j'entends souvent. Il faut rentrer le ventre. Bah non. Non. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent, comme la Dolly, on parlait d'éviter de rentrer le ventre parce que c'est pas bon pour la santé. Mais on parlait avant ça effectivement de Céleste. On a toute une émission dans les pattes où on a analysé, qui sera disponible en replay s'il y a besoin, et où on analysait toutes les thématiques qu'on pouvait retrouver dans le jeu au travers, j'ai du mal, de ces mécaniques de jeu comme la métaphore de l'ascension. Marine, juste avant que tu n'arrives, nous parler effectivement de la fameuse séquence de la plume, si tu as joué au jeu. Sinon, on t'y invite, et en même temps que regarder notre émission. Voilà. Alors, jouer au jeu en même temps que regarder notre émission. Non, oui, c'est vrai, c'est pas terrible, ouais. Non, fais le jeu, et ensuite, reviens sur l'émission. Et bienvenue. Toc, meilleure allure, est-ce que c'est nécessaire? Oui, non, c'est vrai, c'est un peu surfait. Je remonte si vous avez des choses qui vous viennent. Alors, je sais que Marine, il y avait pas mal de sujets que tu voulais évoquer, transversaux. T'hésites pas s'il y a besoin. Je vais juste reprendre les phrases au fur et à mesure qui ont été évoquées. Là, tout de suite, il y a un truc qui me vient en tête par rapport à l'évocation du bouddhisme et de ce qu'on dit de technique, de technique pour aller s'en sentir mieux. Ça me fait penser un peu à cette injonction qu'on a ces derniers temps à préconiser de faire de la méditation quand on est dépressif ou qu'on souffre de troubles anxieux. Ouais, petit bambou représente.
Après, moi je trouve que Petit Bambou, ça peut être vraiment très intéressant pour certaines personnes, mais ce que je veux critiquer plutôt, c'est que c'est pas forcément recommandé quand on souffre de troubles anxieux ou de troubles dépressifs ou de faire de la méditation. Ça peut même malheureusement empirer l'état de la personne parce que peut-être qu'Olivier, tu pourras aussi plus approfondir ce que je dis là. Et tout de même, dans un moment de méditation ou de relaxation, d'ailleurs, on a tendance un peu à mélanger les deux, on nous invite à se connecter à ce qui se passe en nous, à l'intérieur, en termes de sensations, en termes de pensée. Il faut rappeler que quand même, quand on est dans une attaque de panique, il n'y a rien de plus effrayant que les sensations que l'on ressent. Alors, du coup, demander à un patient ou peu importe, de se connecter, de les écouter, d'essayer de les laisser passer comme un petit nuage dans le ciel, c'est extrêmement dur et d'autant qu'il y a quand même parfois aussi un peu une idée de performance, à savoir il faut que je fasse une bonne séance de méditation, de relaxation. Il faut à tout prix que je me détende à la fin et si j'y arrive pas, c'est que j'ai vraiment tout raté. Encore une fois, je comprends rien, pourquoi ça marche pour les autres et que voilà, moi je mettrais quand même de grosses guillemets par rapport à ça, c'est qu'en effet pour certaines personnes ça leur fait du bien parce que ça leur permet de faire baisser des fois un petit peu l'intensité anxieuse ou de juste accepter ce qui se passe dans leur corps, mais pour certaines personnes, ça a vraiment l'effet inverse. Ça fait maintenant des années que je pratique quotidiennement la méditation. Et effectivement, tu le dis très justement, on confond méditation et relaxation. Il n'y a pas de but dans la méditation. À la limite, on pourrait qualifier ça par, en tout cas c'est comme ça que je le définis, être présent à ce qui est tel que c'est. Donc effectivement, comme tu le dis très justement, être présent à ce qui est tel que c'est quand tu es en train de faire une attaque de panique, faut être préparé, quoi. Donc clairement, oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans une attaque de panique, il est peut-être plus intéressant de se reconnecter à ce qui t'entoure, soit dans les objets, soit essayer d'écouter les sons. Mais D'ailleurs, on vous complète en disant que la relaxation ou la méditation, ça doit être appris ou accompagné au début. Oui, c'est le piège de se dire que c'est facile et qu'il suffit de rien faire. Et donc, d'ailleurs, là, quand on s'intéresse au parcours de Siddhartha Gautama, c'est d'ailleurs bien dit, les premiers temps, il a rencontré ses démons intérieurs, quoi. Donc, ça n'a pas été une sinécure. Être dans un processus de méditation, c'est pas se dire ok, je vais faire 3 séances et puis après je vais savoir gérer mes émotions. C'est pas un processus de contrôle. Donc effectivement, c'est toujours une question d'étape et oui, on va éviter de le préconiser et encore moins tout seul. Et alors pour moi, Petit Bambou, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est plus de la relaxation que de la méditation. C'est guidé. Et comme tu le dis, l'idée, c'est quand tu médites, c'est de te dire, ok, je peux pas le rater, ma méditation. Il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai peut-être observé des vagues de 15 mètres qui étaient impressionnantes, qui étaient angoissantes, mais ça veut pas dire que j'ai raté ma méditation. J'étais présent à ce qui est. Le truc, c'est que si tu fais une méditation guidée, qui, je le répète, pour moi, je fais un peu mon intégriste, n'est pas une méditation, et que on te dit que à ce moment-là, tu dois ressentir telle ou telle chose, mise en situation d'échec, quoi. Ah, mais non, parce que là, en fait, c'est juste, je vais pas bien, donc j'ai raté ma méditation, j'y arrive pas. Alors là, et c'est là où justement, ça peut être, avoir un effet néfaste, c'est-à-dire, la personne là, je suis une merde, j'y arrive pas. Les autres y arrivent. Les autres, quand ils méditent, ils voient des papillons. Peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Mais peut-être qu'ils mytho. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis peut-être ou peut-être pas. Parce que non, mais il y a aussi cette pression sociale de je dois réussir. Donc non. Et effectivement, oui, on évite de proposer la méditation comme ça. À n'importe qui, n'importe quoi. Et puis de toute façon, comme je dis souvent, il y a plusieurs manières de méditer entre guillemets. Chez certaines personnes, ça va être une balade en forêt en fait. Il n'y a pas besoin de se mettre en tailleur et de se centrer sur soi. Et si une personne qui effectivement souffre d'un trouble anxieux, ça lui est plus bénéfique à elle d'aller faire une balade en forêt plutôt que de se poser et d'observer ce qu'il y a en elle. Pourquoi se prendre la tête? D'autres personnes, ça va être jardiner. Ou de trouver des éléments complémentaires. Comme on disait, tu donnais par exemple, toi, l'exemple tout à l'heure d'un suivi thérapeutique qui était combiné avec des exercices de sophrologie, par exemple. C'est toujours, on le répétera jamais assez,
trouvez ce qui vous convient. En général, le bon indice de quelqu'un qui est pas escroc ou charlatan ou ce que vous voulez, ou maltraitant, c'est qu'il n'y a pas de solution clé en main derrière. Voilà. Ça, en général, c'est un bon indice. Si la personne vous laisse une souplesse et est capable d'entendre que vous voudriez essayer autre chose ou quoi que ce soit, voilà, c'est un bon indice. On vous laisse en mode un peu auto-pub, mais on en a déjà parlé. S'il y en a qui sont intéressés par ce qu'on a dit, on avait fait une intervention avec deux yogis d'ailleurs, en plus de Olivier, dont un des deux, on espère qu'il sera sur une de nos émissions au moins, parce que là on parlait de relaxation, j'en entendais qui parlait de concentration en tournoi de jeux vidéo, a travaillé sur cette question-là, donc il a accompagné en sa qualité de psychologue, psychanalyste et de yogi travaillant sur de la relaxation des équipes d'e-sport. Donc peut-être qu'un jour on aura une émission dédiée à ça. Mais voilà, en attendant, si vous en avez pas marre de nous entendre moi et Olivier, vous pouvez aller écouter ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Juste pour rebondir sur les dérives entre guillemets de certaines approches qui préconisent la méditation, on parlait de troubles anxieux, je connais aussi quand même pas mal le trouble obsessionnel, notamment avec les obsessions idéatives et les personnes qui sont inondées de pensées. Leur demander de faire passer leurs pensées comme des nuages, non mais c'est juste pas possible en fait. Ou alors les feuilles, imaginez les feuilles d'un arbre, mais il y en a 10 000 qui se présentent en même temps, c'est laquelle qu'il faut faire passer quoi. Donc c'est justement, c'est vraiment, ou alors c'est de savoir adapter quoi. Mais pour moi, c'est vouloir faire de la méditation un outil de contrôle, c'est antinomique. Et à l'inverse, être dans l'injonction lâcher prise, c'est aussi débile. C'est-à-dire que allez, lâche prise, allez. Je vous recommande, si ce genre de petite digression humour vous plaît, mais profondément vrai, il y a une humoriste que j'aime beaucoup, je sors un peu du champ psy, c'est Nora Hamzaoui, qui a un peu une tendance très hypocrite grecque sur les bords, qui a fait beaucoup de chroniques chez France Inter, et si vous trouvez dans ses chroniques, elle en a deux, dont notamment elle décrit une séance de relaxation où la nana leur disait de prendre une boule de papier, de la rouler en boule au niveau de leur estomac, de la jeter, de lui dire « Pars, mauvaise pensée, pars, ne reviens plus jamais ». Des trucs surréalistes, quoi. Et elle, en fait, en plus, elle fait sa chronique, elle s'énerve de plus en plus, donc l'effet est génial. Ouais, c'est un truc comme ça. Cette idée de pensée positive et pensée négative, pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a des pensées dites négatives qui vont être ce qu'on peut qualifier de fonctionnel ou d'adapté. À un moment donné, si je suis en train de me faire agresser et que je pense que la personne me veut du mal et que il me met en danger, c'est quoi? Une pensée négative? Ok, d'accord, mais en tout cas, elle est adaptée, quoi. Alors que me dire non, mais cette pauvre personne en souffrance n'est pas une personne qui au fond me veut du mal. Elle se veut du mal à elle-même. Et donc, non, elle est en train de te planter des couteaux dans le ventre là. Peut-être que là, ta pensée positive, elle est pas adapté. Fed nous dit dans le live par pauvreté, par voilà mes 60 €. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je parlais d'indulgence, bah ouais, des fois on a des pensées, et même des fois on a des pensées inadaptées. Et alors quoi, enfin je veux dire, on peut pas avoir alors ceux qui arrivent à avoir une pensée nickel, propre, chrome, toute propre, qu'avec que de la bienveillance. Tant mieux pour elle, vraiment. Je suis sincère. Mais je trouve ça assez flippant. Mais elle m'a ôté les mots de la bouche. Non mais, écoute, si ça leur permet de vivre une vie sereine, why not? Pas à mes côtés, mais ok. Juste, quand on parle de sérénité, j'aime beaucoup la notion d'équanimité, c'est-à-dire d'être capable de rester serein, que ça soit face à l'agréable ou au désagréable. Alors, on est bien d'accord que c'est un processus et c'est un absolu. Hein, j'aime bien ce qu'il dit, mais j'ai juste cherché à boire parce que comme ça. Okay. c'est rester serein face au désagréable. Enfin, il y a des situations, c'est plus simple que d'autres. Mais comme je dis souvent, ça commence entre guillemets vis-à-vis de soi, c'est-à-dire rester serein face au désagréable. C'est œuvrer à rester serein face à ces pensées dites
négative ou à ses émotions. Ah, ça m'énerve encore plus. Émotions négatives. Non, la colère, je ressens de la colère, je ressens de la peur. Ça fait partie du spectre des émotions. Et il y a des colères qui sont fonctionnelles, qui sont adaptées. Je ressens de la colère, tu vas faire quoi? Voilà, c'est ça. Mais c'est rester serein, c'est pas cuicui les petits oiseaux, tout est beau, tout est rose. Alors s'il y en a, encore une fois, s'il y en a qui y arrivent, tant mieux pour eux. Hein. Mais c'est quelque chose qui est, en tout cas, je pense, pour le commun des mortels, inatteignable et forcément culpabilisant. Donc, l'idée, c'est peut-être plutôt de s'autoriser à pas être parfait, quoi. C'est vrai que là-dessus, je te rejoins par rapport au côté culpabilisant et finalement à toutes ces injonctions sociales à être bien, à se sentir bien. C'est quand même aussi, bon, on va pas rentrer dans des sujets sociaux, politiques, mais bon, c'est tout de même dans l'idée que aussi, c'est garder des individus sains et en bonne santé pour qu'ils puissent continuer à aller travailler, faire tourner le système, etc. Et que je vais partir, Marc, vite. Ça a été mon grand choc à l'époque en fac de psycho, c'est quand un de nos profs nous avait dit, mais vous croyez que s'il y a autant de pognon qui est investi dans les plans antidépression et compagnie, c'est pour faire plaisir? Et donc moi tout jeune en mode, ah oui, c'est donc ça. Donc il y a cette idée et en effet comme tu dis des pensées négatives, des émotions négatives, comme tu évoquais la colère, moi je trouve que c'est important de le rappeler, c'est qu'on a fait en effet de la colère une émotion qui n'est pas acceptée, acceptable en société en tout cas. Parce que ça fait peur, parce que ça renvoie à de l'agressivité, donc potentiellement de l'agression. C'est quelque chose qui, en soi-même déjà, ça peut être effrayant. Et finalement, on a plus tendance à aujourd'hui, de plus en plus, je trouve, à vouloir réprimer cette émotion ou à vouloir la sublimer, c'est-à-dire en faire quelque chose de positif. Genre, par exemple, faites du sport, faites de la boxe, allez courir, évacuer tout ça parce que c'est pas bon. Alors que je pense que, sans rentrer dans le détail, il est important de rappeler que pour moi, la colère, c'est aussi une bonne émotion parce que ça permet de poser ses limites à soi par rapport à l'autre, d'engager un discours, de voilà, qu'est-ce qui ne va pas, j'ai besoin de l'exprimer, et finalement que c'est quelque chose de bon, c'est aussi une défense à soi, là où on se sent aussi attaqué dans ses propres limites, où on a l'impression que l'autre ne nous respecte pas, donc c'est avant tout quelque chose de positif, et je pense que finalement, là où on en fait une émotion négative, c'est à force de tout le temps nous dire n'éprouvez pas de la colère. Faites taire cette colère, gardez-la pour vous, et finalement, bah oui, ça alimente la rancune, parce qu'on finit par se dire, bah, pourquoi l'autre il comprend rien, il continue à faire des choses qui me déplaisent, alors que je le fais comprendre par des attitudes du type, par exemple, bah, je veux plus parler, je le mets à bouder, comme on dit, et puis finalement, c'est par d'autres biais qu'elle va s'exprimer, mais c'est des formes de discours et de dialogue qui sont pas féconds à ce moment-là. C'est comme je dis, hein, on n'est pas responsable de ce qu'on ressent. On choisit pas ce qu'on ressent. On est responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on ressent, cela dit. Hein. Mais on n'est pas responsable. Je choisis pas à ce moment-là de ressentir de la colère. Je choisis pas à ce moment-là de ressentir de la tristesse. Et c'est vrai que alors, hormis dans les cas où les personnes ont des problèmes de gestion de la colère, c'est-à-dire qu'ils vont exploser tout le temps, mais il y a peut-être aussi quelque chose à aller creuser et quelque chose à exprimer. Ne pas s'autoriser à dire sa colère, alors pas forcément de manière... on peut d'ailleurs à un certain niveau exprimer très sereinement ses limites, sa colère, ses besoins, lorsqu'on a le sentiment que ceux-ci ne sont pas respectés. Mais ne pas s'y autoriser, ça a l'effet inverse en fait. C'est ce que j'appelle moi l'excès de rationalité. C'est prends du recul. S'il te plaît. Prends de la hauteur. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Non, mais pense aux autres qui, eux, n'ont pas cette chance que tu as. Et en fait, du coup, on étouffe. On crée ce que j'appelle de la dette émotionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer à la caisse, quoi. Et ça peut être même l'effet cocotte minute, quoi. C'est à son boulot, on ferme sa bouche parce que il faut pas montrer que ça va pas bien. Et puis sinon, prendre la hauteur, joie céleste. C'est ça.
On nous envoie voir comment on appelle ça, Le RH, Non, avant d'aller voir le Le- psychologue de l'entreprise. non, le manager là. Ah, le marabout. Non, le manager de la joie là, comment on appelle ça? Le happiness manager. Happiness Manager. Mais on nous dit que c'est pas bien, que c'est pas productif, c'est pas patati, c'est pas cela. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Et je légitime pas ce genre de comportement. Je suis pas en train de dire que le comportement est justifié. Mais il s'explique aussi comme ça. On rentre à la maison, et on crie sur ses gosses, ou on crie sur sa compagne ou son compagnon, qui n'est pour rien quelque part, ou dans l'expression de cette colère, mais qui sert un peu d'exutoire, quoi. Non, on a le droit là tout de suite de ressentir de la colère. Après, la question c'est comment je l'exprime. Ça, c'est pour ceux qui ont du mal, ça peut entre guillemets s'apprendre, mais pour en revenir justement à cette idée de la colère et de la méditation, on m'a fait découvrir très récemment un auteur, Fabrice Midal, qui est un docteur en philosophie, mais qui enseigne aussi la méditation, alors que lui, Vraiment s'occuper de la glotte. il parle pas il parle pas de méditation pleine conscience. Il dit que c'est con, la pleine conscience, ça n'existe pas. Il va plutôt parler de pleine présence, et on m'a fait découvrir ça. Parce que la personne qui m'a fait découvrir m'a dit, j'ai pensé à vous en lisant le livre, et c'est vrai que je me suis quand même beaucoup retrouvé avec cet auteur. Il a appelé ce livre Foutez-vous la paix. C'est-à-dire que il parle de la méditation en disant que lui, d'ailleurs à un moment donné, il parle de la colère et du fait que la colère c'est une émotion. Il dit, moi ça me met en colère quand on me dit qu'on enseigne dans les entreprises la méditation pour rendre les gens plus productifs. Il fait non, Ouais, mais rouler en trottinette dans les couloirs, ça détend, quoi. Oui, non, mais c'est de dire, ok, c'est pas parce que je médite que je vais plus ressentir de la colère. Au contraire, je vais peut-être être beaucoup plus attentif à ma colère et ce qu'elle me dit, ce qu'elle vient me porter comme message, quoi. Je crois que tu as un futur collègue en la personne de Felp. J'essaierai. N'hésitez pas, ou toi Felp en premier lieu. Comme je vous disais, il y a le Discord, alors Twitter, ce monsieur il aime pas, mais vous pouvez venir le chercher soit sur Discord, soit sur Facebook. Je transmettrai si vous avez besoin d'échanger des trucs particuliers. Voilà. Donc écoute, la dette. Avec grand plaisir. Voilà, la dette émotionnelle a fait son petit chemin. Mais oui, effectivement. Alors c'est intéressant, Riff en piscine, que tu parles de Monsieur Oshiro, parce qu'on pouvait pas tout caler dans une émission, mais je le trouve très intéressant aussi, ce personnage-là, donc qui est le gérant donc c'est quoi, c'est une auberge, un hôtel, un hôtel, ouais. Un hôtel, ouais. Auberge. Voilà, et en gros qui lui en fait explore plutôt l'aspect ils ne mettent pas l'emphase dessus, mais un peu compulsif, on va dire, parce qu'il est tout le temps à se dire est-ce que tout va bien, est-ce que machin, est-ce que je sais pas quoi, avec son propre double intérieur qui se matérialise à un moment donné. Et en gros, je le trouve justement intéressant parce qu'il vient faire un tiers à un moment où on a été confronté à Badline, et on se dit là, ce comportement-là nous paraît bizarre, mais est-ce qu'il est plus bizarre que ce que nous on a du mal à gérer et à intérioriser en tant que tel? Donc c'est vraiment le chapitre je dirais pas de la maturité pour le faire trop facile, mais un petit peu du rééquilibrage, de se dire voilà, faut autant regarder la poutre qu'on a dans l'œil plutôt que celle dans l'œil du voisin, quoi. Donc, voilà. C'était pour le relever, parce que c'est vrai que ce passage de Monsieur Oshiro est intéressant. Plein d'interventions incroyables, c'est difficile de... Oui, vas-y Marie, non, je t'en prie. Je trouve que c'est aussi intéressant de penser tous les personnages présents dans Céleste comme un seul et même personnage. Alors, je m'explique, c'est plutôt comme tous les voix possibles intérieures qu'on peut avoir face à des difficultés, face à des souffrances, face à des troubles. Comme on disait par exemple, le Théo qui vient symboliser un peu ce côté de surface où tout va bien, je continue à avoir une vie sociale, à être là auprès de mes proches, cette figure un peu sacrificielle de finalement, moi par contre, je me m'occupe pas de moi et j'attends pas non plus un retour des autres à ce niveau-là. Là, on peut penser la grand-mère comme ce côté un peu moqueur et qu'on a envers nous-mêmes, de se dire à quoi bon, de toute façon ça sert à rien, c'est ridicule, de toute façon tu vas échouer, reste tranquille et arrête de te faire du souci pour rien. Ou sinon après ce personnage-là, ce gérant de l'hôtel, avec ce côté qu'on sent tout de suite, très anxieux, ce côté est-ce que je vais plaire à l'autre, est-ce que c'est suffisant, est-ce que je fais les choses bien, mais il y a tout qui s'accumule, mais je sais pas comment faire. Et après, voilà, Madeline et Badline aussi qui sont plus explorés en termes de narration.
mais que comment finalement on peut tous plus ou moins se retrouver dans ces facettes-là de ces personnages qui sont montrés. Je raconte des bêtises culinaires pendant que vous parlez de choses très sérieuses. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui viennent justement à l'esprit de la recette de la vie sociale qu'on est en train de travailler sur, d'élaborer sur le chat? Et oui, pour revenir et enfoncer un dernier clou sur le personnage de Monsieur Shiro, il y a un dernier élément qui a été souligné encore par Réfant Piscine que je trouve très intéressant. Voilà, il est très dichotomique dans sa perception de la réalité. Il est accablé par l'état de son hôtel, mais incapable d'agir et laissant le job à Madeline tout en la culpabilisant. Et c'est vrai que c'est intéressant à la fin justement quand il doit se confronter à la réalité de son comportement, quand Madeline arrive un peu à se dresser face à lui, bah il revêt une dimension de monstruosité. Mais c'est là encore une fois, je me répète sur le fameux meaningful play, donc d'arriver à avoir des situations de jeu qui sont cohérentes. Faire popper un boss comme ça, c'est bien. Le faire popper avec vraiment une logique qui, on va dire, vient rentrer en contact avec le game design et le narrative design, c'est encore mieux. Voilà. Qu'avons-nous? Hey, salut les Totalipsy. hello mon cher JC. Voilà donc le monsieur agenda de ministre qui ne peut pas être avec nous. Non mais on a hésité d'ailleurs à te représenter pendant toute l'émission. Ouais, c'est ça. T'imagines, on a parlé que de toi. On a changé, on n'a pas fait Céleste, on a fait une émission sur JC. On a fait une émission sur la trahison. J'avoue. Et le sentiment d'abandon. Voilà, c'est fait. Hop. Donc tout va bien. Non, voilà, Kamen Rider Freud qui est aka JC qui sera avec nous sur de prochaines émissions. Même s'il a effectivement une vie très très occupée comme la nôtre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous avons à voir avant de faire un dernier tour de promo aussi pour les uns les autres? Marine avait évoqué sur oui, on n'a pas pu sur les queer games. J'aurais bien aimé avoir justement sa lecture à ce niveau-là sur la transidentité. Je trouvais intéressant quand même d'aborder ce sujet, même si c'est qu'en seconde partie. Yes. Eh ben, oui, c'est vrai que il me semble qu'en tout cas le côté queer game de Céleste en fait a été mise à jour dans les DLC, donc les contenus supplémentaires du jeu. Que j'ai pas fait. Qui finalement ont mis à jour une théorie des fans. Oui, apparemment ils sont encore plus durs, donc il faut être prêt à se lancer dans cette aventure-là. Les let's play, c'est bien. Et qui est avéré d'ailleurs dans la réalité. Dans la réalité aussi, ce que ça a été évoqué. Donc une personne non binaire, si je me souviens bien. Ah, on a des petites coupes. On est en train de perdre Marine. Ah, c'est au moment effectivement où il y a le sujet de la brillance. Ah voilà, ça y est, on t'a retrouvé. Voilà, ça y est, ça a arrêté de couper. Tout va bien. Donc tu parlais de l'interview. Oui. Non, je pense. On veut te censurer. Connaissant un petit peu ouais, je vois ça. Discord, je pense qu'en fait, il faudrait peut-être que tu te déconnectes et tu te reconnectes. Ça m'est déjà arrivé, je sais pas si tu te rappelles quand on enregistrait pendant ça m'arrivait souvent qu'à un moment donné, ça... Mais je crois que là, c'est bien, elle a retrouvé une qualité stable. T'es là voilà. Je bouge plus. Non, mais je surveille mon ping, en fait, tu vois, en haut, et je me sens comme dans League of Legends où je vois le ping qui monte, je me dis, ça y est, c'est bon, je suis à 1092, tout va bien. Donc si je ne suis pas interrompue, ce que je voulais dire, c'est que Madeline a été officiellement présentée comme une femme transgenre, qui finalement ça s'est pas fait en grande pompe avec une annonce officielle par rapport à ce personnage-là. Ça a été des petits détails qui ont été ajoutés à la fin de l'épisode où en fait on voit Madeline enfant dans les bras de sa mère qui ressemble à un petit garçon à ce moment-là. Et on voit des drapeaux LGBT et non binaires derrière, ainsi que des pilules qui pourraient évoquer justement des prises hormonales. Et donc voilà, ça a été annoncé que c'est un personnage donc transgenre. Et ce que moi j'ai apprécié justement, c'est que c'est pas quelque chose qui a été mis au centre de l'histoire, mais comme potentiel, on peut avoir cette lecture-là, comme potentielle conséquence, la dépression finalement qui est présentée,
de ce qui lui arrive dans son quotidien, elle. C'est vrai que on nous explique pas en fait pourquoi elle souffre, pourquoi elle a ses attaques de panique, pourquoi est-ce qu'elle est en dépression. Mais ça peut être une des lectures possibles, en fait, de présenter Madeleine comme un personnage trans et de montrer, voilà, aussi quels sont les effets de ces populations qui sont marginalisées, qui sont finalement encore aujourd'hui très peu prises en charge dans une perspective non psychiatrique aussi, parce que on a tendance à beaucoup les prendre en charge de ce côté-là et essentiellement. Essentiellement, Oui. parce qu'il faut le Saint Graal pour des personnes souhaitant faire une transition effectivement par le biais d'un traitement hormonal ou d'autres types d'interventions se fait par l'aval d'un psychiatre principalement. On peut parler de ce qu'on connaît, à savoir la France, mais je crois que dans beaucoup de pays c'est encore comme ça. Une toute petite précision avant que tu poursuives. Riff en piscine, n'hésite pas à m'envoyer le lien par whisper, par chuchotement Twitch, parce que c'est juste une modération du bot du chat, comme ça je pourrais le partager. Et le deuxième élément, Murder, tu me disais en quoi c'est important la vie intime des persos. Pas moins que le lore dans d'autres personnages. Donc, puis en plus, comme le disait Marine, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est quelque chose qui est vraiment pas entre guillemets, ça pourrait l'être si c'était le sujet du jeu, hein, mais c'est pas quelque chose d'invasif. On le voit très discrètement, c'est à discrétion. S'il y en a pour qui il y a levé de bouclier sur ce genre de sujet-là, ça les empêche pas d'apprécier le jeu parce qu'ils verront pas ce genre d'éléments et de symboliques là. Donc voilà, je vois pas en quoi est-ce que c'est effectivement problématique, mais c'est amusant d'ailleurs parce qu'on évoquait sur un chat le fait qu'ils avaient changé le nom d'un personnage dont tu me parlais, Murder, et que là aussi ça t'avait agacé. Donc pourquoi pas laisser effectivement ce genre de possibilités scénaristiques dans le jeu. Peut-être juste avant de continuer, Marine, parce qu'on a sauté dans le bain, repréciser ce que ça représente les queer games. Parce que c'est vrai on a balancé un petit peu ça, nous connaissant un peu le sujet, mais ça permettrait aux gens qui sont pas du tout familiers, même si le nom est assez évocateur. Déjà, pour ceux qui ne savent pas trop ce que veut dire queer, ça a été défini au départ comme tout ce qui est étrange, tordu, justement marginalisé. Et c'est un terme qui a été donc après réapproprié par la communauté LGBTQIA+. Je crois que j'ai tout dit. Pour justement pour pouvoir oui, voilà, un petit peu finalement en détourner l'usage pour pouvoir se l'approprier en propre. Parce que ça désigne en fait toutes les personnes qui sont pas conformes aux normes d'une société occidentale hétérosexuelle supposée blanche. Et les queer games, alors après je connais pas la définition, mais en tout cas ce que moi j'en dirais d'un queer game, c'est un jeu vidéo justement qui va pouvoir mettre en scène, représenter des personnages, des communautés queer, donc marginalisées, les stigmates qu'elles vivent au quotidien, sans réduire ces personnages à leur sexualité. Je trouve que ça c'est important parce que parfois ça a pu être le cas dans certains jeux. Et là par exemple, je repense à une séquence dans Zelda Breath of the Wild où où Link doit aller dans le village de Gerudo et en fait ce n'est un village où seules les femmes sont acceptées. Donc technique ultime, se déguiser en femme. Et pour avoir la technique, en fait, il va rencontrer un personnage qui a un peu le tuyau pour pouvoir entrer. Et en fait, c'est au début, on est là on doit flatter en fait ce personnage pour avoir l'astuce, lui dire oh qu'est-ce que vous êtes jolie, ça vous va bien, etc. Et là où en fait ça aurait pu être intéressant parce qu'on comprend tout de suite que c'est un personnage transgenre. C'est que le jeu, maladroitement, en fait un élément d'humour, à savoir où à un moment, en fait, elle porte un voile, et il y a un coup de vent qui passe, et en fait, Link est tout de suite surpris parce qu'il doit voir, en fait, qu'il y a une pilosité faciale en dessous ce masque-là. Et pour moi, là, c'est problématique. C'est que ça aurait pu être intéressant de laisser ce personnage trans tel quel, d'en faire un personnage guide à ce moment-là, sans le stigmatiser, sans le moquer, faire un moment comme ça. Et c'est plein de petits détails, en fait, parfois dans les jeux, où ça peut sembler anodin, mais pour la communauté, pour les personnes trans, ça peut être source de souffrance. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que justement Céleste,
avant même que ça ait été annoncé, beaucoup de personnes faisaient déjà la théorie que c'était un personnage trans. Et que moi, personnellement, je n'ai pas été interpellée de ce côté-là quand j'ai joué au jeu, mais je serais curieuse de savoir justement qu'est-ce qui a fait que ces personnes ont vu dans ce jeu quelque chose du côté de la transidentité ou du transgenre. C'est vrai que c'est des éléments qui sont très discrets et quelque part comme c'est beaucoup en train d'être discuté dans le chat, je trouve que c'est à titre personnel hein, évidemment, là je parle vraiment comme mon nom, je trouve que c'est plus intéressant, sauf quand c'est un motif principal, si on veut vraiment mettons que les enjeux, les représentations de questions queer soient mises en avant, bah on fait un jeu sur cette thématique-là et là il y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir une réaction un petit peu comme je disais tout à l'heure, levée de bouclier parce que on vient rajouter ça comme un lore qui en ce moment fait même limite vendre des œuvres, parce que je trouve que c'est une réalité aussi, il y en a qui malheureusement s'emmerdent pas trop de ça et vont pas vraiment avoir d'intérêt profond, artistique ou voire militant à mettre ces choses-là en avant et vont le mettre en se disant bah ça fait partie de la nouvelle gamme du truc bankable. De la même manière, je donne un exemple concret que geek avant ça concernait des pisciférés et aujourd'hui c'est du geek chic, c'est du truc qu'on sait qui fait vendre, on en met sur toutes les t-shirts, toutes les tasses, tous les machins, etc. Une petite précision par rapport, MCU représente effectivement, j'y sais, ou même Netflix. Hein. Après, une petite précision par rapport au Queer Games, il y a un autre élément qui d'ailleurs même historiquement, au-delà des représentations LGBTQI+, c'était la question qui en fait désigne vraiment la question queer, c'est-à-dire un vrai contre-pouvoir, c'est-à-dire que c'est une dynamique, parce que très souvent les gens dans le queer, parce que ça fait partie du giron LGBTQI+, vont forcément associer, ah oui, c'est encore des histoires de lesbiennes, de trans, de gays ou je sais pas quoi. C'est pas si simple que ça, parce que les mouvements queer, c'est vraiment un mouvement qui est venu en opposition aussi à un certain discours normatif, même parmi les lesbiennes, les gays et les trans. Parce qu'à l'époque, en fait, les queers avaient vraiment une optique, c'était tout ce qui était époque de San Francisco, vraiment, les mouvements avaient émergé, et où on avait dit, ok, les gays, on vous tolère, vous apprécierez le langage de l'époque, mais essayez de ressembler quand même à des bons petits hétéros. Mettez-vous à deux, peut-être adopter un môme ou voilà, essayez d'avoir un modèle très très hétéronormé finalement, de trucs d'hétéro. Et en gros, il y en a certains qui, on peut pas leur en vouloir, pression faisant, si déjà ils peuvent vivre leur amour en public sans se faire lyncher et tout, c'est déjà plutôt pas mal, ont accepté, et il y a eu toutes les mouvances queer qui elles ont dit mais allez vous faire foutre en fait, nous on sera comme on sera, et même sans forcément entrer dans X ou Y giron d'appartenance effectivement, d'orientation, d'identité sexuelle, ce qu'on veut. Et grosso modo, là-dedans, ça a beaucoup été théorisé par une auteure qui s'appelle Anna Entropy, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Rise of the Sinister, et qui évoque aussi toute la culture en fait des jeux du même modèle qui avait ce qu'on appelait il y a plusieurs décennies, il y en a encore aujourd'hui mais beaucoup moins, des fanzines, donc des trucs qui étaient vraiment faits à la main. À l'époque, on parle de trucs qui n'étaient pas fabriqués avec de la numérisation sur ordi, hein. C'était des trucs qu'il fallait faire, coller soi-même, écrire à la main, puis aller photocopier et ensuite amener chez l'imprimeur pour le relier. Elle parle de cette même culture-là, en fait, dans le sens d'une pratique amateur, gratuite et facilement diffusable, et donc de jeux qui sont faisables avec 2-3 bouts de ficelle, mais qui peuvent avoir une puissance d'évocation très très forte, et pas forcément des questionnements autour de lesbiennes, trans, gays, intersexes, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une optique aussi d'accessibilité, c'est vraiment une dynamique profondément politique dans son discours. Et il y a une autre créatrice aussi qui en plus de Zoe Quinn, qu'on connaît malheureusement pour des mauvaises raisons autour de son jeu Depression Quest, qui a défrayé la chronique et qui a amené son giron de saloperie comme le Gamersgate, mais on la connaît aussi avec Matty Brice, qui avait fait un super jeu qui s'appelle Manichi, justement sur la transidentité, qui emprunte beaucoup aux mécaniques de jeu de Pokémon. Donc c'est hyper intéressant, c'est comment être une femme trans dans un univers visuellement qui ressemble à Pokémon, où en fait on fait marcher son perso, et à un moment, comme dans les trucs avec les éleveurs Pokémon, si on arrive dans le champ de vision de la personne, elle vient, elle nous dit ah c'est marrant tes cheveux, je peux toucher, enfin tous les trucs tu vois de genre ah mais en fait tu te rapproches et tu vois mais en fait t'es un mec, enfin
Et tout ça mis en jeu dans un truc qui est très très simple en fait. C'est du RPG Maker à sauce Pokémon quoi. Et voilà, c'est simplement pour donner quelques petits exemples, quelques petites balises. Je mettrai des références pour celles et ceux qui veulent. Et pardon d'avoir fait une aussi grosse parenthèse, Marine, je te redonne la parole. Drôle. Quand tu dis ça, je t'entends à nouveau, j'ai eu une coupure. Ah mince, d'accord. Bon bah c'est bien, tu n'as pas entendu la parenthèse. Elle aurait été moins longue. Oui, entendu. Bon bah écoute. Ça m'intéressait pas en fait. Non ouais, j'ai coupé, j'ai mute. Juste par rapport à ce qu'on me dit, je conseille si certaines personnes sont intéressées d'aller visiter. Je t'ai envoyé le lien sur le Discord. Yes. D'aller visiter le site Feminist Frequency qui parle des queer tropes justement dans les jeux vidéo. Et c'est 3 petites vidéos qui sont vraiment intéressantes, je trouve, à ce sujet-là, sur finalement comment sont représentées les personnes LGBT et les trans, et voir comment finalement il y a beaucoup de jeux qui présentent sous couvert d'humour, hein, comme bien souvent, des propos qui sont très homophobes ou très transophobes, et que je conseille d'aller regarder parce que parfois on s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas une personne concernée, et surtout que je trouve que de nos jours il y a de plus en plus de prise de conscience et par rapport à tout ça, chose qui n'était pas le cas auparavant. Et voilà, donc c'est vrai que aussi je disais ne pas réduire les personnages à une sexualité. Et c'est vrai que aussi un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi, c'est que il n'y a pas que ça, c'est que parfois aussi, oui, en effet, on représente une personne LGBT en grossissant le trait sur une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon de se déplacer dans l'espace pour vraiment faire comprendre en mode cette personne est bien LGBT. Alors que finalement, c'est triste d'en arriver à là parce qu'il y a des très belles représentations, je trouve, de ce sujet-là sur certains jeux vidéo, notamment, je pense, au cas de Night in the Woods ou Tell Me Why, Life is Strange, Last of Us 2 et If Found aussi, qui est un jeu qui parle spécifiquement pour le coup de du transgenre et du parcours d'une personne et comment ses liens amicaux et familiaux sont impactés en fait par son coming out. Et qui finalement ne sont pas là à stéréotyper toutes ces représentations, mais en parlent de manière vraiment simple et fidèle de ce que peut être une personne trans, sans grossir le trait. Ouais. Mais ouais, il y a un autre jeu que j'allais citer. On me demande de dire Last of Us Part 2, meilleur jeu. Non, mais moi j'aurais cité le jeu. Blague à part, mince, il y a un autre jeu que j'allais citer, mais le problème c'est si je le cite, je spoil un peu massivement vu la thématique que t'as évoquée, Marine, donc je vais m'abstenir. Je vous le dirai en off, ou sauf ceux qui ont peur pas peur des spoilers pourront me demander. Non, voilà, en tout cas, on vous invite à aller voir de ce côté-là, on vous mettra d'autres références. Feminist Frequency, apparemment, je pense que l'équipe s'est au fur et à mesure pas mal renouvelée, parce qu'il y avait Anita Sarkissian au début. Là, je vois apparemment sur les vidéos que tu nous as diffusées, Marine, d'autres personnes qui ont fait des vidéos. Donc, je pense que ça a dû continuer de se bonifier, parce que c'est vrai qu'au début, il y avait quelques-unes des vidéos d'Anita Sarkissian qui étaient un peu... alors, ça va te faire plaisir, qui étaient un peu trop expéditives, notamment sur Bayonetta, où je pense qu'elle épousait pas mal ton point de vue sur le fait que le personnage rendait pas trop service aux représentations féminines, je le dis pour aller très très vite, mais que elle utilisait en fait des pans du jeu où tu sentais limite qu'elle avait peut-être pas trop joué au jeu. C'était là où c'était problématique. Ouais. Après qu'elle ait cette opinion-là, il y a pas de souci. Mais je suis toujours un peu embêté quand tu mets ça en parallèle avec des trucs où tu sens que la personne n'a pas trop joué au jeu. Mais ça, c'est un autre détail. Mais globalement, ça reste très carré. Hein. Là, je parle d'un exemple parmi, je sais pas combien de dizaines de vidéos qu'elle a dû faire, sans compter toutes les saloperies qu'elle a eues au train, de menaces de mort et compagnie. Hein. Je pense que malheureusement, vous connaissez un peu la chanson. Non, non, c'est pas Dil Mehdi, c'est M le Mehdi, effectivement. C'est vrai, Murder, tu vois, écoute la sagesse. Voilà. J'ai pas peur de spoiler. Non, celle-là, c'est plus nous par rapport aux gens, j'y sais. Donc, je sais pas s'il y a peut-être une dernière bricole pour la route et qu'on laisse effectivement les gens vaquer à leur soirée, même si c'était très très plaisant. C'est vrai que c'est aussi énergivore. Je parle à mon je te rejoins sur ça. Écoute, non, moi, j'ai le sentiment d'avoir dit ce que j'ai fait un joli tour. Voilà, c'est ça. Très bien. Marine, peut-être
rien pour la route à part jouer à Céleste. Jouer à Céleste. Voilà, bon bah ça sera le mot de la fin. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des jeux, des œuvres auxquelles vous pensez qui pourraient rentrer dans le giron de Funko Pop Psy. On a un petit listing, mais on serait ravis. On va se laisser peut-être 1 ou 2 minutes avant de se dire au revoir pour que vous puissiez peut-être nous en soumettre quelques-unes. Voilà, n'hésitez pas. Last of Us 2 partout est prévu. Berserk est prévu. De toute façon, si c'était pas prévu, Marie, ça serait chargé. Qu'est-ce que je voulais dire, Berserk est prévu, Hades est prévu, il y aura même du Friends, il y aura du Evangelion, ça c'est tellement une évidence que voilà, il faudra faire plusieurs parties. Donc voilà, et Berserk c'est prévu. Voilà, donc Dark Mampa, tu seras servi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des œuvres, ça peut être évidemment sur le Discord que je vous mets une ultime fois, ou sur Twitter, Instagram, Facebook, sur M le Mehdi. Evangelion, c'est obligatoire partout de toute façon. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci d'avoir été, comme je le dis souvent, alors aussi nombreux. Nous on vise pas les trucs de multi-streamers dans la hype, mais simplement effectivement un chat qui un intervient et deux s'écoute. Parce que moi je suis assez étonné que même sur des avis qui étaient pas, vous étiez pas forcément d'accord, j'ai même pas eu besoin de plus de modérer que ça. Donc merci beaucoup. On espère qu'on gardera cette mentalité là. Prenez soin de vous et puis on se retrouve, on vous tient au courant probablement d'ici un mois pour une prochaine émission. Ciao ciao. Ciao. Au revoir.